Ok, bonsoir. Merci pour votre participation à cette dernière séance de la journée. Grégory Buchheit, je suis ingénieur en automatique au sein de CMS Automatisme. Nous sommes concepteurs et fabricants de machines spéciales. Je suis accompagné de Jean-Christophe Marpeau, donc en charge du programme Captronic sur le Grand Est, électronique, système embarqué, IoT, cybersécurité. voilà. Et aujourd'hui, le titre de notre intervention, c'est comment réconcilier IT et OT dans un système de production avec une forte dominante sur les thèmes de la cybersécurité. Alors un petit point de définition un peu globale sur les termes, le jargon qui est utilisé, l'IT, donc les technologies informatiques, les technologies de l'information, donc qui couvre tous les matériels informatiques, réseaux et logiciels associés pour le traitement de l'information. Donc le but c'est de collecter, traiter et de distribuer l'information dans une infrastructure, une architecture. Elle est contrainte notamment par des aspects dynamiques. Il faut que l'information arrive à un très grand nombre de personnes ou de destinataires, avec des priorités qui sont différentes bien sûr de la partie vraiment plutôt industrielle, avec en premier lieu la confidentialité, donc être sûr que l'information arrive à la bonne personne ou au bon destinataire. Dans une deuxième position, plutôt un sujet d'intégrité, donc être sûr que l'information arrive de manière intègre, et peut-être un petit peu en troisième niveau, un terme de disponibilité. Donc être sûr que l'information puisse être confiée au destinataire, peu importe les cas de figure de la disponibilité de l'architecture. Des correctifs et des vulnérabilités, il y en a beaucoup souvent. L'IT est plutôt apte à les accepter et à les mettre en œuvre. Et l'impact est souvent relativement faible. Donc on ne remet pas souvent en cause l'architecture IT quand on fait des mises à jour. En parallèle de ça, donc, il y a l'aspect OT, donc les technologies opérationnelles, donc, qui couvre également matériel, réseau et logiciels associés, mais dans un but qui est différent. Contrôler et piloter des processus industriels, donc on va parler d'ICS, de DCS, de SCADA, d'IHM, d'API, etc. Donc là, les contraintes sont plutôt de déterminisme. Donc il y a des aspects temps réel dur, notamment. Et là, le maître mot, c'est quand même la disponibilité, il faut que l'installation tourne. On aura peut-être moins tendance à être exigeant sur l'intégrité et la confidentialité, peut-être. Les correctifs et les vulnérabilités sont certainement également disponibles. Il y a des vulnérabilités. Par contre, leur mise en œuvre est souvent risquée. On peut remettre en cause le fonctionnement même du système. Le monde interagissent de plus en plus dans la pyramide, donc une représentation plutôt hiérarchique. Donc au sommet, le côté IT qui va gérer l'infrastructure globale, l'OT qui est vraiment dédié aux applications de production industrielle. Tout ce petit beau monde de transmission de l'information est régi par des normes spécifiques sectorielles, dont j'ai dressé une liste que vous avez sous les yeux. Ce qu'on peut retenir principalement, c'est qu'il y a une norme plutôt récente, l'IEC 62443, qui s'attache à définir tout un contexte de bonnes pratiques et d'exigences pour assurer la sécurité des systèmes d'information. En parallèle de cela, il y a des normes applicatives qui peuvent être intéressantes de regarder pour améliorer les performances d'installations communicantes. Après, autour de cela, il y a tout un tas de documents de littérature qui traitent de la cybersécurité, avec notamment un organisme qui s'appelle la NSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui diffuse et qui réalise une quantité assez importante de documents sur les sujets. Également le CETIM, sur lequel nous avons contribué autour d'un guide de bonne pratique. Alors un rappel, on va dire plus général sur les risques et les vulnérabilités dans une installation. Les installations industrielles sont vulnérables. À partir du moment où il y a un équipement qui communique, il peut y avoir des vulnérabilités qui peuvent être exploitées. Et c'est là en fait toute la difficulté, c'est quand est-ce qu'elles sont exploitées. Et suivant les couches qui vont être utilisées, les couches vraiment bas niveau, côté capteur actionneur ou plus haute au niveau de l'ERP, ça peut avoir un impact important sur le système. L'important, c'est d'identifier, cartographier tous ces éléments
d'évaluer les vulnérabilités, de mettre en œuvre des bonnes pratiques ou alors des solutions de contre-mesures pour pallier à ces vulnérabilités. Je peux compléter Vas-y. ce que tu as dit. C'est vrai que ça paraît assez surprenant, mais une ligne de production est tout aussi vulnérable qu'un serveur. Par exemple, à travers un email, c'est une source de vulnérabilité. Alors, on pourrait penser que ça concerne que l'IT, que le serveur. Non, la ligne de production peut être complètement vulnérable à travers un email ou l'exploitation d'un email. De l'usurpation d'identité sont des choses qui se font assez régulièrement, même sur des lignes de production. Il faut être assez vigilant, sachant que, pour être clair, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on a beaucoup d'informations sur les hôpitaux ou les services publics ou plein d'entreprises qui se font piéger à travers ça, mais très peu, enfin en tout cas, on a très peu de remontées de lignes de production qui se font arrêter, alors qu'en fin de compte, il y en a beaucoup. Mais simplement, on n'en parle pas parce que c'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour les affaires. Alors que beaucoup d'entreprises se font piéger à cause de ça, et qu'il est le coût d'un arrêt d'une ligne, et ça peut être assez préjudiciable. Et c'est vrai que tout comme un IT, tout comme un serveur, un ransomware peut faire beaucoup de dégâts, même sur une ligne de production. Après, nous, on est concepteur fabricant de machines spéciales, donc on intègre des composants souvent sur étagère qui ont parfois des durées de vie de plusieurs décennies. Donc comment assurer tout le long du cycle de vie le maintien en conditions opérationnelles en termes de cybersécurité, c'est un vrai challenge et un défi. Alors, les informations suivantes sont la source est l'ANSSI qui a défini des architectures typiques qui peuvent être considérées comme le plus sûr possible. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais au moins ça permet d'avoir un gain en termes de cybersécurité conséquent. Donc c'est d'isoler, faire de la ségrégation, de placer entre chaque équipement des moyens de protection de séparation, notamment des pare-feux ou autres. Donc là, dans la littérature, on retrouve tout un tas d'architectures qui sont recommandables, avec toutes les contraintes potentielles qui peuvent être amenées derrière et qu'on va discuter autour d'un échange de questionnements qu'on peut avoir, qu'on peut se poser dans l'industrie. En complément, ce qu'on peut dire, c'est que si vous voulez protéger votre ligne de production en dehors de la cartographie, c'est surtout avoir comme scope, c'est les organes de sécurité. Donc ce qu'on appelle les SIS, ils doivent être protégés en particulier. Et l'idée, c'est pas d'empêcher, parce que ça, on ne pourra pas empêcher un hacker ou un virus de se propager, il faut le ralentir pour pouvoir effectivement mettre une protection sur ce système-là qui est sensible et qui est souvent la cible des attaquants. Donc, quand on conçoit une ligne de production ou une installation, il va falloir travailler comme une maison. Le principe d'une maison, on sait où se trouve le coffre-fort. Et bien, il va falloir faire des niveaux de protection de plus en plus importants jusqu'à arriver au coffre-fort où là, on se dit de toute façon, là, il faut le sécuriser. Et c'est vraiment toute la démarche qu'il faut emprunter. C'est là ce qu'on appelle les techniques de Vauban, où on ralentit l'ennemi de manière à un moment donné pouvoir l'identifier et mettre en place les contre-mesures, voire même bloquer ce qu'il faut ou enlever les équipements sensibles parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, quand une attaque, c'est une attaque et quand elle est mise en place, de toute façon, il arrivera à bout. Il faut protéger effectivement le patrimoine et la sécurité et c'est le safety qui est important. Donc le travail de cartographie, ça va être d'identifier quels sont les éléments à protéger et quels sont les différents niveaux hiérarchiques des protections qu'on va faire. Et là, on utilise ce qu'on appelle des ZMR, des zones de sécurité, où on va structurer la ligne de production en fonction des niveaux de sécurité. Donc ça veut bien dire, vous avez compris d'ailleurs, tout ça, c'est une analyse des risques. Il y a un vrai travail d'analyse des risques à faire pour savoir qu'est-ce qu'on doit protéger en priorité. Et c'est à ce moment-là que l'interaction entre les personnels de l'IT et l'OT doivent être le plus complémentaire possible. Dans l'expérience, l'IT vu de l'OT, ça met beaucoup de barrières, beaucoup de contraintes. Du coup, quand on tente de réaliser ce type d'architecture, il faut à un moment donné briser certaines barrières et parler le même vocabulaire et avoir les mêmes objectifs. Et ça, c'est encore tout un challenge aujourd'hui. Voilà. Alors, on a tenté de lister les discussions potentielles que peuvent avoir des collaborateurs OT-IT et surtout les griefs qu'ils ont l'un envers l'autre. Quand on tente de restreindre un système en termes de cybersécurité, mots de passe, rien que des mots de passe, du coup, le personnel qui n'est pas
habitué à utiliser ce type d'opération, ben, ça l'embête, ça le ralentit. Taper des mots de passe trop longs, si c'est pas 1, 2, 3, 4 ou je sais pas, passe, etc. Ça devient compliqué. Les retenir, c'est compliqué. S'il y a des certificats à prendre pour se connecter à distance, ben, comment on gère les certificats, et puis si quelqu'un d'autre veut se connecter, etc. Donc voilà à peu près tous les griefs qu'on peut rencontrer. Alors comme je disais tout en dessous, ces situations voilà, ayant existé ne sauraient être que fortuites. Donc, je ne sais pas si vous êtes également confronté à ce type de situation. On va tenter de démystifier un petit peu les problématiques autour de questions. Donc la première question c'est: mes systèmes n'intéressent pas les hackers. C'est ce qu'on pourrait se dire. Les industriels qui disent: bon, il n'y a rien d'important dans mon entreprise, ça n'intéresse personne, pourquoi est-ce que je devrais investir dans la cybersécurité? Le problème c'est que n'importe qui potentiellement peut être intéressé. Pas directement, mais si vous êtes sous-traitant d'un autre industriel, par effet rebond, s'introduire chez vous pour acquérir des informations, recueillir des informations, ça peut être important. On parle de l'usine 4.0. Passage à l'usine 4.0, vous savez ce que c'est, hein. On fait de remonter de la data et on va alimenter un ERP MES. Bon, à partir de là, il y a une ligne directe entre l'IT et l'OT. Alors, sans être vraiment victime d'une attaque, que ce soit volontaire, tout simplement télécharger un email de manière fortuite par quelqu'un au niveau du secrétariat peut tout à fait venir flinguer en fin de compte la ligne de production, puisque de toute façon on est dans du full duplex en matière de données. Et sans le savoir, d'ailleurs c'est ce qui arrive souvent, sans le savoir, les opérateurs sont les premiers vecteurs en fin de compte de ransomware. Un ransomware, les hackers ils font du hasard, hein. Dans une partie des cas, ils envoient en fin de compte à tout le monde plein de saloperies, et puis c'est celui qui clique qui n'a pas de bol. Donc c'est un peu con de voir son entreprise bloquée parce que tout simplement on a fait le mauvais clic, sachant qu'on n'est pas forcément la cible. Une autre question: une attaque cyber qui se limiterait généralement au vol de données et qui a peu d'impact sur un système de production. Alors, si le système de production est isolé ou n'est pas connecté au reste de l'infrastructure, pourquoi pas, mais d'une manière générale, il peut y avoir un impact sur l'image. Le fait de diffuser sur le fait d'avoir été cyberattaqué, ça peut porter préjudice à l'image de marque, donc ça peut avoir un impact sur le volume de vente et sur l'aspect financier. Donc ça peut être important. Et toujours pareil, industrie 4.0, hein. Vous faites les ordres de fabrication, tout est géré par un ERP, MES. Si vous ne faites plus d'ordres de fabrication, comment vous pouvez piloter vos machines? En tout cas, vous passez au papier. Je vois mal les opérateurs, quand ils ont l'habitude d'utiliser les PC, les automates, en fin de compte, passer au mode papier avec la feuille pour gérer effectivement toute la fabrication. Donc là, indirectement, la fabrication elle est bloquée. Hein, puisqu'il n'y a pas de suivi, pas de gestion de stock, ou en tout cas très compliqué. Il faut mobiliser, les gens ils n'ont pas tout dans la tête, tout le monde, on s'est tellement habitué au PC qu'on ne sait plus du tout où on en est, et là c'est un vrai problème. Ça ne veut pas dire que la ligne ne fonctionne pas, c'est qu'on ne peut plus l'utiliser avec les moyens modernes. Donc mécaniquement elle est en état de fonctionnement, parce que on peut peut-être arriver, mais enfin même pas, puisque de toute façon tous les automates sont bloqués. Et même quand l'attaque a lieu uniquement sur un ERP, vous avez un IT par exemple qui est sécurisé, donc l'attaque sur le serveur de l'entreprise, même s'il n'y a pas de pont, il n'y a pas de lien avec la ligne de production, vous ne pouvez pas produire. Donc les gens ils sont au chômage technique. Donc dire que le vol du données n'a que peu d'impact sur ma ligne de production, si de toute façon un vol de données, un blocage a 100% d'impact sur la ligne de production, même si la ligne de production n'est pas touchée. Autre question: la cybersécurité peut m'empêcher de travailler comme je l'entends et peut potentiellement dégrader les performances globales de l'installation. Alors d'une manière générale, ça peut avoir un impact, donc il faut peut-être repenser également les bonnes pratiques sur la gestion des mots de passe, par exemple, simplement. Et le fait de dégrader les performances, il peut y avoir des cas de figure où dans les systèmes OT, avec des performances temps réel dures, ça peut avoir un impact. Donc il faut dès le départ, dès la conception du système, pouvoir l'intégrer, pouvoir potentiellement isoler dans ce cas-là le système pour qu'il y ait quand même des contraintes cybersécurité, mais qu'il y ait peu de raisons qu'il y ait des impacts au niveau des performances. Ouais.
Alors pareil, c'est vrai que si vous mettez des sondes partout, si vous mettez des firewalls et ainsi de suite, est-ce qu'on peut dégrader un fonctionnement? Bah, c'est toujours pas. Oui et non. On pourrait si on ne veut faire que du temps réel, mais les systèmes maintenant sont relativement intéressants et à travers des sondes, ne serait-ce que de récupérer les logs pour être prévenu, pour se dire tiens il se passe quelque chose, c'est déjà un bon début. Ceci étant, faire de la cartographie et faire de la segmentation de réseau hein, de production va permettre effectivement de hiérarchiser ce qui est important, ce qui est moins important et de limiter la contrainte en temps réel. Donc ça dégrade si c'est mal fait, ça dégrade pas si c'est bien fait. Bien sûr, si vous mettez si vous faites ceinture et bretelles en disant voilà, moi je vais mettre des firewalls partout, je vais mettre des sondes, je vais mettre des diodes réseau partout, je vais tout me sécuriser, voilà, vous avez un système qui fonctionne plus, c'est clair. Mais si on le fait intelligemment à travers une cartographie, on arrive à quand même avoir un système assez performant. Et ça marche relativement bien. Puis les fabricants, bon, bah, ils ont fait ce qu'il faut. Je veux dire, on a la chance quand même d'avoir des fabricants et des équipements qui tiennent compte, en fin de compte, de ces contraintes industrielles. Donc le matériel est relativement de bonne qualité. Est-ce que la complexité d'un système industriel peut limiter la surface d'attaque? Est-ce que ça peut ne pas être une cible d'attaque industrielle? Alors, une règle générale, un hacker, pour lui, rien n'est trop complexe s'il est motivé. Donc, il saura déjouer les verrous technologiques pour s'intégrer dans votre système. La preuve avec une grande affaire qui s'appelle Stuxnet, qui a impacté les automates programmables industriels d'un grand fournisseur ayant pignon sur rue et qui s'est introduit à travers leur système d'interface homme-machine, qui a modifié des paramètres d'un programme dans l'automate programmable pour mettre hors d'usage une installation industrielle critique, alors que tout le système n'était pas connecté au réseau. Donc ils ont pu payer des employés pour placer la clé USB qui contenait un malware au bon endroit sur le PC qui gérait la supervision. Et donc même si le système n'est pas connecté, il peut être attaqué. Voilà. Est-ce que protéger ces PC à la fois bureautique et de production est suffisant en ajoutant des antivirus, etc. Alors, c'est quand même une base de l'hygiène, se protéger, mettre en place des pare-feux sur les équipements, PC, serveurs, etc. Mettre des antivirus qui soient mis à jour régulièrement. Choisir également les bons fournisseurs d'antivirus. Vérifier les logiciels qui sont installés. Donc les logiciels, s'assurer que la source sur laquelle vous allez télécharger des logiciels qui sont disponibles sur Internet soit validée, notamment par des clés de chiffrement, des algorithmes de hachage, etc. Et potentiellement également protéger l'infrastructure avec des IDS, des IPS, enfin tous les systèmes qui sont capables de scruter le réseau et de savoir s'il y a un comportement anormal dans votre architecture, dans votre réseau. Je peux compléter sur ça. Protéger les postes de PC avec un antivirus, c'est bien. Le souci qu'on a sur des lignes de production, c'est la mixité. C'est-à-dire sur une même ligne, vous avez du PC Windows, du Windows XP, Windows le 10, vous avez du vieux Windows 95, on va trouver du Linux dans certains cas, on va trouver des automates avec leur propre OS, on va trouver des cartes électroniques Raspberry ou autres avec des OS, des BSP Linux et tout ça, mais ce n'est pas des PC. On va trouver une multitude d'équipements, des capteurs connectés avec leur propre OS embarqué. Donc je dirais qu'à un moment donné, protéger, effectivement, on ne peut pas tout protéger. Donc à partir de là, effectivement, on a des failles. Donc c'est un minimum, effectivement, mettre des antivirus, effectivement, sur des PC. Mais derrière, on est quand même contraint par toute l'autre infrastructure qu'il va falloir gérer. Donc c'est un minimum à faire, mais ça ne supprime pas le risque, c'est pas suffisant. Alors, est-ce que les protocoles spécifiques ou anciens sont la meilleure protection vis-à-vis des vulnérabilités? La réponse est Stuxnet. Donc, ça exploitait des protocoles de communication standardisés propriétaires, Profibus par exemple, et ça n'a pas empêché l'attaque de se propager et de se propager dans le monde entier. Donc, même des protocoles spécifiques qui nécessitent vraiment une ingénierie, une rétro-ingénierie vraiment très importante, sont vulnérables.
Un complément là-dessus aussi, important, un protocole spécifique nécessite pour ceux qui le font d'effectuer un suivi des vulnérabilités. Il faut savoir que lorsque vous déployez une installation, quel que soit IT/OT, à travers des automates, donc les fournisseurs mettent à jour effectivement les niveaux de vulnérabilité de leurs équipements au fur et à mesure qu'ils les rencontrent. Hein. Parce que bien sûr, on se connaît les développeurs, ils ne sont pas parfaits. Donc il y a toujours des failles. Et à partir de là, les fabricants, eux, ils font ce travail de maintien en condition opérationnelle des différents outils et ils émettent effectivement des règles de vulnérabilité. Après, vous avez vos équipements, vous les mettez à jour. Vous faites vous-même votre propre protocole. Ça veut dire qu'en parallèle, il faut faire ce travail de veille, il faut faire ce travail de test et il faut faire ce suivi en fin de compte du code. Et puis surtout, il faut aussi mettre en place des outils qui vont tester par d'injection de code la solidité de votre outil, de vos protocoles et autres. Donc ça veut dire que quelque part, soit on fait son propre système et on se dit ok, j'ai pas de risque, non, c'est pas vrai, parce que derrière je vais mettre beaucoup d'argent pour faire de l'entretien et maintenir mon propre protocole, ou alors tout simplement j'utilise un protocole existant, mais là dans ce cas-là je vais bénéficier de toute la mise à jour, de tout le travail des autres. C'est un équilibre à trouver. Je dirais que quelque part, le hacker, lui, il s'en fout l'un ou l'autre. Au contraire, ça peut être un jeu pour lui de pouvoir trouver ce qu'on appelle la faille 0D, parce que c'est le rêve de tout hacker, hein, c'est son boulot. C'est aussi de trouver la défaillance ou d'un système, encore plus si c'est du propriétaire. Je dirais que le gain et le jeu, il est là. Et ça c'est assez plaisant, je peux vous le dire, de trouver une faille sur un protocole propriétaire, donc du 0D, ça c'est génial. C'est le challenge. Donc on va passer les dernières questions. Voilà. Est-ce simplement isoler ces équipements de production empêche tout risque cyber? Encore une fois, Stuxnet en est l'exemple. Donc les attaquants ont pu payer des personnes sur place pour déposer la clé USB au bon endroit. Et il y a d'autres techniques qui sont utilisables également. Scruter les tapes au clavier par capter de l'information par du Wi-Fi, des Bluetooth, le téléphone, etc. Donc il y a celui qui veut, il pourra s'introduire dans n'importe quel type d'architecture. Si vous pensez que dans le cloud, la protection des données ou le maintien en conditions opérationnelles n'est pas forcément ce qui donne pas le plus de confiance possible. Donc dans certains cas de figure, héberger ses propres serveurs et traiter ses données en local on-premise, ça peut être intéressant. Mais du coup, c'est à vous que vous devez faire confiance. Donc comment s'assurer que les équipements sont maintenus, mis à jour, les BIOS, les firmware, les versions logicielles, les packages, etc. Donc il y a tout un travail après de fond que du coup le fournisseur externe, lui, s'engage à réaliser la plupart du temps. Ça n'empêche pas, même si vous êtes sur un fournisseur externe, de temps en temps de vérifier l'intégrité de ces serveurs et de faire des tests, donc du pen test pour vérifier que le maintien à jour des couches logicielles de sécurité sont faits. C'est quand même important. Une question sur si j'ai besoin d'accéder à distance à mes données en permanence, même chez des clients par exemple, j'ouvre un port sur un routeur et ça me suffit. Je fais confiance à mon routeur, mon infrastructure, c'est pas suffisant. Donc il faut déjà s'assurer que les réseaux sur lesquels vous allez vous connecter à distance sont sûrs. Si c'est des réseaux ouverts, il faut se méfier. C'est la première chose. Gérer des règles de pare-feu, ok, mais est-ce qu'on fait de la filtration? Est-ce qu'on sait qui est-ce qui se connecte depuis l'extérieur, etc. C'est quand même des portes ouvertes sur une surface d'attaque qui est potentielle. Est-ce qu'il y a des droits sur des fichiers, etc. La personne qui quitte l'entreprise, est-ce qu'elle a quand même encore accès aux fichiers depuis l'extérieur? Donc c'est toute une problématique qui se retrouve également avec les versions dans le cloud. Tout ce qui est hébergé dans le SaaS, par exemple, c'est les mêmes problématiques. L'avant-dernière question. Si j'ai besoin d'accéder à distance à des installations, des machines, etc., chez mes clients, je peux placer un boîtier d'accès que je vais gérer moi-même. Comme ça, le client il ne s'occupe de rien. Donc c'est très pratique. Il y a des versions qui peuvent être sécurisées, d'accord, avec des VPN sortants. Du coup, là, dans l'infrastructure IT du client, c'est totalement transparent. Alors c'est pratique à utiliser. Par contre, ça peut être un vecteur d'attaque qui est potentiel. Donc le client peut ne pas savoir qui est-ce qui a la main sur l'installation. Donc il y a quand même de la supervision à effectuer sur qui a accès, à quel moment, est-ce que je peux verrouiller ou déverrouiller l'accès, etc. Sinon, ça peut être un magnifique cheval de Troie.
Juste pour compléter sur les deux questions, point important, c'est les droits. On peut faire effectivement mettre en place des accès extérieurs, mais il faut être très vigilant sur la gestion des droits. Avoir une gestion en profondeur, à différents niveaux de profondeur des droits. C'est-à-dire que quand on est sur site, eh bien, on a un niveau de privilège relativement important, ou en tout cas qui est lié, le niveau de privilège est lié effectivement à la fonction, à l'utilisateur. Quand vous êtes en extérieur, il est souvent conseillé de diminuer le niveau de privilège de manière à éviter que tout et n'importe qui se connecte. Le problème du PC extérieur, le gros souci, c'est que vous ne savez pas qui est derrière le clavier. Aussi simple que ça. Vous ne savez pas qui est derrière le clavier. Parce qu'on parle de risque à travers des malwares ou ce genre de choses, mais il faut savoir que, je crois, 60% des hackers sont... je crois qu'on doit être à 55-60% des risques viennent en fin de compte des anciens salariés ou des gens qui sont dans l'entourage et qui, quelque part, ont un comportement complètement malveillant. Donc on ne sait pas qui est derrière le clavier. Et on se rend compte que quand on fait des audits, nous on en fait, dans beaucoup des cas, la gestion des logs, la gestion des accès, la gestion des droits et des gens qui ne sont plus là, ça n'a pas été géré. Donc quelque part, il y a un salarié qui est parti pour une raison ou une autre, mais il conserve son compte. C'est bête, mais on en est là, quoi. C'est vraiment une hygiène de base qu'il faut mettre en place. Et malheureusement, dans les PME, c'est pas fait. Et la question subsidiaire finale, la cybersécurité coûte nécessairement très cher. Alors, double réponse. Cher quand on est attaqué. Bien s'équiper, ça a un coût, Ouais. bien sûr. Redéfinir son architecture, identifier les risques, donc l'analyse de risque, etc. Ça a un coût certain. Par contre, la question à se poser, c'est quel est le coût s'il y a une attaque et que vous n'avez pas engagé tous les investissements nécessaires à la mise en place de votre protection. Donc c'est une question ouverte. Et les assurances. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un gros chantier qui date depuis quelques semaines sur la prise en compte, en fin de compte, par les assurances, des dégâts causés par une attaque et notamment le paiement de la rançon. Il faut savoir que les assurances, bien sûr, sont autorisées maintenant par un décret à payer la rançon le plus tôt possible pour permettre aux entreprises de récupérer en fin de compte les données qu'ils ont perdues. Si tant est, elles arrivent à récupérer ces données. Ce message a été annoncé par le gouvernement, vous imaginez ce qu'on a observé sur les réseaux internet. Il faut savoir que la France, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, est le pays d'Europe qui est le plus attaqué. Donc, industriel, il faut dire, grosso modo, vous avez de fortes chances d'être au moins attaqué au minimum une fois. Tous les industriels en France vont se faire attaquer. Voilà, merci pour votre attention.